Dans cette vidéo, je vais vous parler de la régulation Single Pump Down. Nous avons vu précédemment la régulation automatique Pump Down avec notamment un inconvénient majeur lorsque on utilise cette régulation sur une chambre négative. Le problème était l'apparition éventuellement de courts cycles pendant les arrêts en régulation. Avec la régulation Single Pump Down, eh bien, on règle ces problèmes. Pour ça, je vais vous montrer de quoi est constitué notre circuit fluidique. Nous avons ici donc le compresseur, le condenseur ventilé, la bouteille, la vanne d'épargne liquide qui constitue le groupe de condensation à air. Ici, le déshydrateur, le voyant, une électrovanne. Et à l'intérieur de la chambre froide, un détendeur thermostatique, un évaporateur à air avec une résistance de dégivrage, et ici la conduite d'aspiration. Nous avons également pour la régulation single pump down obligatoirement un pressostat BP de régulation qui sera réglé ici à 0,2 bar en coupure et à 1 bar à l'enclenchement, et un thermostat, donc qui pourrait être électronique ou mécanique, hein, réglé entre -20 et -22. Voilà pour la partie fluidique. Nous allons regarder maintenant le circuit de commande de cette installation. Nous avons ici un disjoncteur magnétothermique Q0. Ici, un bouton tournant marche-arrêt pour la mise en service de l'installation. Ici, un pressostat HP de sécurité qui s'ouvrira lorsqu'il y aura un problème de HP trop haute. Ici, un contact auxiliaire d'un disjoncteur moteur situé en protection du groupe qui s'ouvrira lorsque le groupe aura un problème de surcharge. Ici, un pressostat BP qui nous l'avons vu tout à l'heure, donc qui est mis à l'aspiration et qui s'ouvrira et se fermera au gré des réglages, ici 0,2 bar, 1 bar. Des contacts auxiliaires, on va le voir tout à l'heure, d'un contacteur KM3, un contact auxiliaire de KM1 et un contact auxiliaire ici de KA1. Donc on va reparler de tout ça tout à l'heure. Ici, nous avons la bobine du contacteur KM1, donc qui contrôle le démarrage et l'arrêt du groupe. Encore des contacts auxiliaires. Ici, un contact temporisé au repos de KM3. Ici, le contact auxiliaire du disjoncteur moteur du ventilateur d'évaporateur, donc qui s'ouvrira en cas de surcharge, mais cette fois-ci au niveau du moteur d'évaporateur. KM2, le contacteur, enfin ici la bobine du contacteur qui commande et le ventilateur d'évaporateur. Encore un contact auxiliaire. Ici, l'électrovanne que nous avons vu là sur le circuit fluidique, donc la partie électrique de l'électrovanne. Ici, P1 qui est le contact inverseur de l'horloge. Donc l'horloge est constituée d'un moteur électrique ici qui fait tourner les aiguilles de l'horloge, on va dire. Et ici, un contact qui basculera en fonction des réglages faits sur l'horloge. Ici, le thermostat de régulation qui est situé dans la chambre froide et enfin dont le bulbe dont le capteur est situé dans la chambre froide et donc qui se fermera à -20 et qui s'ouvrira à -22. Voilà. Ici, K1, c'est un contacteur auxiliaire, donc il n'a pas de représentation dans le circuit de puissance. Et ce contacteur est là pour satisfaire à la régulation single pump down que je vais vous détailler tout à l'heure. Ici, le contacteur de dégivrage, donc ce contacteur arrêtera ou commandera les résistances de dégivrage qui sont situées dans l'évaporateur. Donc voilà tous les éléments situés sur le circuit de commande. Nous allons maintenant passer à la simulation du circuit de commande. Alors, je ferme le disjoncteur Q0, je ferme S1, le bouton marche-arrêt, je vois que l'horloge fonctionne, donc ça c'est l'horloge de dégivrage, mais l'installation ne démarre pas, ce qui est tout à fait normal puisque la température dans la chambre est à -22. Il va falloir attendre que la température monte à -20. À -20, vous allez observer que le thermostat B2 va se fermer, que du coup le contacteur auxiliaire K1 va être alimenté, K1 va se fermer ici et va donc alimenter l'électrovanne, et vous verrez que K1 va se fermer ici et va attendre, en fait, le groupe va attendre que la BP remonte à 1 bar pour que
le compresseur démarre. Ça va assez vite, donc je fais monter la température, moins 21, moins 20, donc voilà, vous avez K1, Y1 qui sont alimentés, et quand le pressostat BP s'est fermé, eh bien, le groupe a démarré avec le ventilateur d'évaporateur. Ça, c'est pour donc la mise en froid de l'installation. Maintenant, la température va descendre, moins 21, moins 22. Là, on a tirage au vide de l'évapo, coupure par le pressostat BP, donc exactement la même chose qu'en automatique pondant. Si dans cette installation, qui a un différentiel quand même très faible, eh bien, si la pression BP remonte, par exemple, à cause d'un dégazage de l'huile contenue dans l'évaporateur, donc une faible remontée de pression, donc qui pourrait remonter à 1 bar, eh bien, ici, le BP va se refermer. Ici, le BP se referme et le compresseur ne redémarre pas. C'est tout l'intérêt de cette régulation single pump down, c'est d'éviter les démarrages intempestifs, autrement dit, éviter les courts cycles pendant les arrêts en régulation, chose que ne faisait pas l'automatique pump down. En conclusion, on utilise la régulation single pump down sur les installations dont le différentiel au pressostat est faible, et en général, c'est plutôt sur des installations négatives qu'on va être obligé d'utiliser cette régulation. Comment la reconnaître sur une installation? Donc là, il faut regarder le schéma électrique. Lorsque vous voyez que le thermostat ne pilote pas directement l'électrovanne, mais plutôt un contacteur auxiliaire, eh bien là, on est forte chance qu'on est sur un single pump down. Donc ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, vous voyez ici qu'on a ce qu'on appelle un auto-maintien, c'est-à-dire un contact de KM1 ou un contact du groupe sur la bobine du groupe, hein, en parallèle du contact K1 et le BP en amont ou en aval. Eh bien, vous avez la certitude d'être sur un single pump down. Alors, on peut maintenant refaire une demande de froid pour montrer un petit peu le dégivrage. Donc là, exactement comme la dernière fois. Donc le dégivrage va faire que l'horloge de dégivrage va basculer P1 dans cette position. Donc voilà, je bascule P1, ça coupe l'électrovanne. Du coup, ça fait un tirage au vide et on attend que le tirage au vide soit fini pour que KM1 se ferme ici et donc enclenche les résistances de dégivrage. Donc là, on dégivre un évaporateur qui a été au préalable vidé. C'est nécessaire pour éviter une pression trop importante dans l'évaporateur pendant le dégivrage. Fin du dégivrage, je bascule le contact ici P1. P1 étant basculé, remplissage de l'évaporateur. Et alors là, ce qui se passe, le froid démarre, mais pas la ventilation, puisque ici, on a un contact temporisé au repos. À la fin de la temporisation, KM3 va se fermer. Voilà, KM3 se ferme et le ventilateur d'évaporateur redémarre. Je vous le remonte. Alors, dégivrage, tirage au vide, arrêt du groupe et de la ventilation, fin du dégivrage, remplissage de l'évaporateur, démarrage du compresseur, mais arrêt du ventilateur d'évaporateur. On attend la fin de la temporisation pour que KM3 ici se referme. Ça ne devrait plus tarder. Voilà, KM3 se referme et le ventilateur démarre. Donc voilà pour ce petit schéma d'une installation single pump down avec un dégivrage électrique.